vous êtes ici normalement pour une table ronde autour de l'intelligence artificielle et du travail social. J'espère que vous êtes là pour les bonnes raisons. C'est la 3e table ronde qu'on a dans le cadre de ce cycle et c'est le 8e événement. Ce cycle, il a commencé en septembre 2025. J'ai promis avec les dates parce qu'on vient de changer, pardon. Et le dernier événement sera aussi une table ronde qui aura lieu en juin 2026. Je voulais vous dire, par rapport à cette table ronde, merci Alain de la modérer. Avec plaisir. Et merci à nos panélistes qui seront présentés, enfin qui se présenteront après. Pourquoi cet événement? Parce que donc, dans toute la série d'événements qu'on propose, donc il y a des ateliers, des tables rondes, on s'est quand même dit que c'était important de parler du fait que l'IA, en fait, elle n'est jamais neutre, qu'en fait, on propose ce soir d'interroger les limites, les risques et les responsabilités liées à l'usage des données, particulièrement des données personnelles, sensibles. On traitera de ces sujets-là après. Et puis, particulièrement parce qu'ici, on travaille avec des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité, peu importe lesquelles. Et du coup, on doit faire peut-être d'autant plus attention à leurs données. Du coup, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, Lola. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs. Plaisir de vous accueillir. Je vous propose de vous présenter. Donc, on a autour de la table Matteo Colombo, de l'Hospice Général, Alexandre Jotran, qui est avocat, et Marco Barber, qui est spécialiste IA. Matteo? La tâche la plus difficile. Alors, je travaille à l'Hospice Général, justement, en tant qu'expert en gouvernance et gestion de la formation, et notamment sur tous les aspects liés à l'intelligence artificielle et aux données plus en général. Parce que, bon, je ne veux pas m'allonger beaucoup, mais disons, l'IA sans données, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on a regroupé, disons, les deux ensemble. Voilà. Je m'arrête là. Parfait, très bon début. Bonjour, je m'appelle Alexandre Jotran, je suis avocat spécialisé dans le droit des technologies et du numérique. Donc, une grande partie de mon activité consiste à accompagner des entreprises ou des organisations publiques ou des organisations non gouvernementales en lien avec des questions liées à l'application en fait d'un ancien droit qui souvent n'a pas beaucoup évolué à des problématiques qui sont nouvelles et notamment l'intelligence artificielle qui en fait partie. Donc ça, c'est peut-être la première casquette avec laquelle je vais pouvoir interagir avec vous ce soir. Puis la deuxième, c'est qu'aussi à l'interne, au sein finalement, ce qui est une PME ou même une toute petite entreprise, on est 15 personnes, j'ai la responsabilité de l'intégration des technologies et je vois ce que ça peut donner d'intégrer l'IA, comment on le fait, quels outils on sélectionne, comment on forme les employés, qui est aussi un élément sur lequel on pourra discuter. Merci. Je m'appelle Marco Barber, je suis consultant en intelligence artificielle, je suis formateur, accompagnateur, donc je travaille beaucoup dans le secteur social avec beaucoup de différentes institutions genevoises, donc dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé et aussi avec les agences internationales des Nations Unies. Mes focus de travail, donc, c'est l'IA appliquée. C'est aussi quelque chose qu'on appelle UX. Je vais essayer de ne pas trop faire de jargon technique ce soir, mais UX, c'est User Experience. Donc, c'est le parcours utilisateur, le parcours d'un travailleur social, ou le parcours d'un bénéficiaire, ou le parcours d'un cadre. Et puis, finalement, mon troisième autre focus, c'est HCI, Human Computer Interaction, donc l'interaction utilisateur-machine, ou algorithme, d'accord ? Donc avant, j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience en transformation digitale. Donc avant, j'étudiais surtout les comportements des utilisateurs. Donc c'est de la psychologie, des sciences cognitives. Et puis depuis que ChatGPT et l'IA est arrivé, je m'en donne à cœur joie parce que j'ai 2 cibles, ou même 3. C'est donc l'utilisateur, l'algorithme qui a son propre comportement qu'il faut comprendre et l'interaction entre les deux. Merci. Comme Lola le proposait, ce soir, on va essayer de répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est un petit peu de comprendre les obligations légales, quel est le cadre, comment ça se positionne. Donc là-dedans, savoir qu'est-ce qui est autorisé pour qui ou par qui.
Et puis, enfin, une clarification de responsabilité et de l'aspect éthique par rapport à ça. Et je vous propose, et ça c'est la partie la plus désagréable, et je vous prie d'avance de m'en excuser, je fais 2 définitions, puisqu'on soit d'accord sur de quelle IA on parle ce soir. Pour moi, on parle d'intelligence artificielle générative, GenAI. Wikipédia nous dit c'est un type de système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres médias en réponse à des requêtes. Et puis la deuxième intelligence artificielle dont on risque de parler un petit peu, j'espère, ce soir, c'est l'intelligence artificielle agentique, donc Agentic AI. J'ai été chercher chez IBM une définition parce qu'on n'en a pas encore sur Wikipédia, ce qui est peut-être un signe inquiétant. Donc une Agentic AI, c'est un type de système d'intelligence artificielle capable d'accomplir un objectif spécifique avec une supervision limitée, supervision humaine limitée. Elle se compose d'agents qui sont des modèles d'apprentissage automatique, qui imitent la prise de décision humaine pour résoudre des problèmes en temps réel. Ça, c'est vraiment ce qui nous attend. Petite question, dans la salle, qui, sur le plan professionnel, utilise une intelligence artificielle, GenAI déjà? Ok. Est-ce que quelqu'un utilise déjà une intelligence artificielle basée sur des agents? Ok. Très intéressant. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le cadre légal et puis on donne peut-être la parole à Alexandre pour commencer. Ok. J'espère que je ne vais pas faire fuir tout le monde, mais finalement, quand on parle du cadre légal de l'intelligence artificielle en Suisse, c'est un peu... soit on dit, en fait, il n'y a rien, on n'a pas de loi sur l'IA, c'est bon circuler, il n'y a rien à voir, ce qui est une réponse en soi juste. Soit on dit, mais attendez, en fait, il y a toute une série de réglementations qui vont quand même s'appliquer, puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est aussi une réalité. Donc, vous n'avez sûrement pas entendu parler, dans l'Union européenne, il y a ce EU AI Act, cette réglementation de l'intelligence artificielle, qui est une réglementation un peu similaire à ce qu'on a pour les dispositifs médicaux. En fait, on va classer les IA en fonction de leurs risques, et selon le risque que présentent ces systèmes, on va assigner des responsabilités jusqu'à aller au besoin d'avoir une certification ex ante, donc avant une mise sur le marché, de devoir certifier la qualité de son IA. Ça n'existe pas en Suisse. Il y a des réflexions en cours actuellement afin de déterminer quel va être le régime qui va être suivi, et probablement on ne va pas suivre, même assez certainement, on ne va pas suivre le même régime que l'Union européenne. Ce qu'on va faire exactement est encore par contre assez peu clair. Ce qu'on sait, c'est que ça va prendre du temps. On part du principe qu'il n'y aura rien avant, en tout cas 2028, en termes de réglementation spécifique. Par contre, il y a toute une série de règles, évidemment, qui s'appliquent déjà. Les règles dont on va pouvoir reparler plus en détail après, c'est évidemment celles sur la protection des données personnelles. Donc, Matteo l'a dit, on a besoin de données pour entraîner l'IA. En fait, on va aussi utiliser des données constamment quand on interagit, parce qu'on ne pose pas juste des questions comme on interroge Wikipédia ou Grokopédia, mais on va essayer de lui mettre des cas réels, parce que c'est là que c'est vraiment utile. Et donc se pose la question, est-ce que je peux utiliser un outil tel de celui-là ou celui-là en fonction de savoir s'il contient des données sensibles de l'entreprise ou des données personnelles. Donc ça, c'est la première grande catégorie d'éléments. Il y a évidemment des règles sur le droit du travail, des règles sur la propriété intellectuelle. En fait, on a toute une série de règles qui vont venir s'appliquer. Merci. Et peut-être, Matteo, puis Marco par la suite, vous, qu'est-ce que vous constatez, enfin, qu'est-ce que vous pratiquez déjà chez vous, à l'hospice, en termes de réglementation, de prise en compte du cadre légal, mais de réglementation interne? Alors, on a un cadre légal qui est, alors, comment je peux dire, est cadré, ça, c'est plutôt bien. Alors, je ne dis pas contraignant, mais parce que voilà, étant une EPA, on est soumis à la LIPAD, donc déjà, ça, c'est la loi sur la protection des données du canton de Genève, ce qui est un poil plus contraignante que la loi sur la protection des données suisse. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Par contre, alors nous, on s'est rendu compte aussi qu'au niveau suisse,
il y a, disons, de la bonne volonté, si je peux dire comme ça. Au niveau légal, il y a parfois comment je peux dire, il y a parfois, pas forcément des manquements, mais on sait que les temps du législateur n'est pas toujours le temps de la techno, quoi. Et donc, en gros, la manière dans laquelle on a décidé de travailler, c'est que, voilà, oui, il y a des lois, elles existent, on doit s'y conformer, mais on adopte aussi des cadres qui ne sont pas obligatoires pour, disons, une volonté de l'institution. Je me réfère notamment, alors, on n'est pas allé jusqu'à l'EU AI Act parce que c'est un peu, je ne cache pas que c'est un peu violent, l'application, mais en tout cas, la convention cadre du Conseil d'Europe, celle que la Suisse a adoptée l'année passée, donc nous, on a décidé de l'implémenter. Donc, si vous voulez, on se donne aussi un peu plus de contraintes parce qu'il ne faut jamais oublier que notre contexte, c'est-à-dire nous, on traite des personnes. Je disais tout à l'heure, on est une entreprise un peu à l'envers, quoi. Dans le sens que d'habitude, on a 80% des données qui ne sont pas si sensibles ou confidentielles dans une entreprise classique, tandis que pour nous, disons, à l'aide sociale, c'est exactement l'envers, et voire même un peu plus le pourcentage de données sensibles à gérer. Donc, du coup, on s'est donné tous ces cadres. On s'est aussi référé à des normes que, bon, je ne vais pas citer dans les détails, mais disons, on a voulu vraiment créer un cadre un peu béton autour de nous et sur la base de ça, après, on a livré, bon, que ce soit des chartes ou des règlements internes ou des choses comme ça. Mais disons, on a fait pas mal de travail de préparation. Voilà. Ça, oui. Et ça, il faut en prévoir parce que le sujet est vite vaste et complexe. Vos utilisateurs, en fait, vos collaborateurs, ils ont des chartes, ils ont des règlements. Tout à fait. Alors, nos collaborateurs, là, ils ont une charte. Alors, la charte, c'est une charte, vraiment, il faut l'entendre comme une charte avec des principes. OK? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sauf s'il y a un intérêt. Pour moi, c'est très passionnant, hein, mais après, voilà, je me limite quand même. Et alors, il y a une charte, oui, il y a, avec, comme je disais, des principes d'utilisation. Ça, c'est pour tous les IA. Okay, donc, on n'a pas fait de différence GenAI ou pas. Par contre, il y a des règles qu'on met en place pour l'utilisation de l'IA générative. Voilà. Encore une fois, on n'est pas à un niveau tel d'avoir attaqué déjà les IA agentiques, mais encore une fois, c'est costaud. Voilà. C'est la seule chose que je puisse dire. Parce que si on veut se doter de tous les outils, c'est pas... disons, ça demande beaucoup de réflexion et ça, c'est une autre chose, inclure beaucoup les parties prenantes autour. Donc, c'est pas juste une question des juristes ou une question d'experts de la gouvernance. C'est bien, c'est un réseau en gros, parce que sinon, on n'arrive pas, quoi. Voilà. Ok, merci. Et toi, Marco, de manière peut-être plus transverse à plusieurs organisations, qu'est-ce que tu constates sur la mise en place des cadres? Alors, ce que je constate dans la mise en place des cadres, tout d'abord, il faut définir à qui ils servent ces cadres. Parce que et la réponse est idéalement pas seulement à l'organisation, mais aussi aux utilisateurs, aux individus. Et ces derniers, malheureusement, souvent, ils sont oubliés. Donc là, on a le cadre gouvernance et données, on a le cadre légal. Et le cadre utilisateur, bon, on le garde en tête, comme Matteo il a dit, mais en fait, il a le droit à son propre cadre. Cet utilisateur, il se trouve souvent seul, un petit peu ému, pour pas dire overwhelmed, ça veut dire vraiment débordé par tous ces nouveaux outils, ces nouvelles choses qui arrivent, même cette peur, en fait, d'être remplacé. Parce que ces agents dont on parlait, il y a un forum ce matin même à l'EPFL où ils parlent d'automatiser 70% des tâches de l'entreprise avec des agents. En fait, c'est 70% des tâches de chaque métier. Donc, ça va à une vitesse phénoménale. Et donc, en fait, il faut qu'on accompagne et l'organisation et l'individu. C'est très, très important. Et ce dernier point, il est souvent négligé, en fait. Voilà ce que j'aimerais dire. Je me retourne vers la salle. Dans vos organisations, vous avez des cadres réglementaires, des chartes?
Pour ceux qui ont levé la main sur l'utilisation, qui a une charte qui a été déployée? Ah, un peu moins de mains, peut-être. Peut-être qu'on peut revenir, Marco, aussi sur la question de la formation, du coup, des collaborateurs. Ouais. Alors, dans la formation, et pour faire le lien en fait avec la charte, en fait, que ce soit dans la formation ou dans les chartes, ça veut dire la conformité, en fait, c'est difficile à l'imposer, la conformité. En fait, les facteurs humains sont importants et pour vraiment qu'il y ait une inclusivité, ça veut dire que le personnel adhère, il faut qu'il comprenne. Et il faut donc lui donner un cadre de sécurité. Il a le droit de tenter des choses avec cette IA, il a le droit de se tromper, etc. Mais il faut qu'il sache en effet qu'est-ce qu'il doit faire, non? Donc la formation, c'est très important. Je vais aujourd'hui un peu partager un témoignage de ce que des organisations font bien, des organisations font moins bien. Par exemple, en formation, on forme trop vite, en fait. On croirait que j'allais dire il faut former plus. Oui, il faut former plus, mais il faut former mieux, surtout. Souvent, on forme le CODIR et on forme les employés. Le CODIR, c'est le comité de direction, sans avoir fait un diagnostic préalable. On forme pourquoi? On va former comment? Donc, une ingénierie pédagogique. Donc ça, c'est très, très important par rapport à la formation. Et puis après, il y a une question de... On ne peut pas juste former ponctuellement comme ça. C'est un accompagnement. D'accord? Donc, par exemple, les travailleurs sociaux qui accompagnent les bénéficiaires, les assurés, bah, ils accompagnent. Les ressources humaines, par exemple, aujourd'hui, si 70% de leurs activités vont être automatisées, du coup, elles vont avoir du temps pour accompagner les employés de l'entreprise. Donc, c'est un accompagnement, pas une formation ponctuelle. C'est un des aspects que j'aimerais dire. Alexandre, dans le second rôle que vous avez évoqué, vous voyez ça comment? Oui, peut-être avant de vraiment traiter cette question, j'aimerais juste revenir sur les définitions que vous avez données, qui sont justes, hein, mais finalement, ça pose la question exactement de quoi on réglemente, que ce soit au niveau de la société, donc le gouvernement qui va définir une réglementation de l'intelligence artificielle, ou l'entreprise qui va définir un système de règles aussi pour son entreprise. Et on se rend compte que le concept même d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui évolue, puisqu'on rattache ça à une capacité qu'on estimait que seul l'homme pouvait, ou l'être humain pouvait réaliser. Et ça évolue. Le fait de calculer, on pensait que seulement les humains pouvaient le faire. Après, de parler, traduire des textes, faire des blagues, peut-être. Tout ça, on estimait que c'était que les humains qui pouvaient le faire. Et pour l'instant, c'est ce qu'est l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que quand on prend pièce par pièce l'intelligence artificielle et puis qu'on essaie de sortir un peu de hype, on parle tout le temps d'intelligence artificielle, on a des composants. On a de l'informatique, si vous voulez, derrière, et on a toujours eu, peut-être que vous avez déjà dans vos organisations, des chartes IT, etc., qui vont dicter quels outils vous pouvez utiliser, pas utiliser, les normes de sécurité. Et en fait, dans une certaine mesure, les règles d'utilisation de l'intelligence artificielle, elles viennent s'intégrer là-dedans. Puis au niveau de l'entreprise, on se rend compte qu'en fait, un projet IA, souvent, c'est un projet cloud en réalité, puisque certes, on peut aller héberger des systèmes chez soi, mais la réalité, c'est que souvent, on a recours à des prestataires qu'on appelle SaaS, donc dans les nuages. Et donc, en fait, on mélange un peu ces deux domaines. Beaucoup d'entreprises publiques, jusqu'à récemment, elles préféraient tout héberger chez elles, avoir toutes les bases de données chez elles. Elles étaient réfractaires à l'idée du cloud, aussi pour des questions réglementaires. Et aujourd'hui, en fait, il y a une telle volonté d'utiliser absolument l'intelligence artificielle que les remparts cèdent un à un et qu'on se retrouve en fait plus dans des projets cloud que vraiment dans des projets d'intelligence artificielle. Donc quand on parle de tout ce qu'on parle aujourd'hui, on parle en réalité d'informatique, on parle de cloud et puis on parle d'intelligence artificielle et puis c'est un peu tout ça qu'on doit gouverner ensemble. Donc pour revenir un peu sur l'aspect formation, il y a une partie de la formation relative à l'IA
qui est en fait de la formation relative à la cybersécurité. Il y a la nécessité de contrôler la manière dont les données de l'entreprise sont diffusées. Et ça, c'est une règle de base de cybersécurité. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les employés ils utilisent des outils informatiques qui ne sont pas contrôlés par l'entreprise, ce qui était facile à une certaine époque et qui est devenu très difficile justement quand il y a eu plein de petites applications SaaS. Aujourd'hui, j'ai 2 PDF, je veux les mettre ensemble. Bien, en fait, il y a un outil gratuit en ligne qui me permet de le faire. Ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais je peux le faire. Et puis, je les mets ensemble. Le problème, c'est que je ne sais pas où les données sont parties. Et en tant qu'entreprise, c'est là où il y a un vrai problème, c'est qu'on a une perte complète sur les données. Et l'intelligence artificielle, elle présente aussi ce risque parce qu'en fait, on a plein d'outils à disposition dans notre navigateur. Moi, je suis le pire. Hein. J'ai ChatGPT sur une, j'ai Perplexity sur l'autre, j'ai les outils internes sur le troisième. Et évidemment, le jeu, c'est de savoir quelles données je peux utiliser avec quel outil pour être en conformité avec les règles internes qu'on a. Donc, pour répondre à la question maintenant, la première partie de la formation, c'est vraiment purement ça. C'est des règles de cybersécurité. Vous pouvez pas utiliser tel outil de cette manière, simplement parce qu'il y a une vraie préoccupation liée à des enjeux légaux de contrôler comment les données sont utilisées pour vous assurer que vous respectez vos propres obligations légales ou contractuelles vis-à-vis de vos clients, partenaires, prestataires, etc. Et puis après, il y a la formation propre à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut absolument former ces équipes à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a un vrai gap aujourd'hui entre ceux qui l'utilisent tous les jours, ceux qui l'utilisent un peu. Et il faut trouver des petits outils pour réussir à former les gens. Je ne suis pas un grand... c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, cette approche top-down où on a des use cases qui sont designés par le comité de direction, puis après on impose ça. Nous, ce qu'on a mis en place, donc on a mis en place un outil conforme aux exigences tant de la protection des données que du secret professionnel, ce qui était un haut standard à respecter. Et on a laissé nos équipes l'utiliser autant qu'ils le veulent ou qu'elles le veulent. Et puis, on met en place maintenant des courtes formations données par chaque fois un membre de l'équipe qui va expliquer ce qu'il a fait avec et ce qu'il a trouvé utile, pas utile. Et on va se passer comme ça le relais sur plusieurs semaines où chaque fois, c'est un nouveau membre de l'équipe qui vient expliquer un peu les bonnes choses qui ont fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, là où il a eu un problème, pour qu'on ait cette intelligence collective et qu'on puisse tous apprendre à cohabiter avec ces nouveaux outils. Merci, intéressant comme démarche. Matteo? Oui, alors pour nous, la démarche elle est légèrement différente parce que, disons, je vois tout à fait la pertinence. C'est un peu pour mettre du sel, hein. Mais je rigole. Disons, mais c'est tout à fait faisable jusqu'à une certaine masse, si je peux dire comme ça. Mais quand la masse critique commence à être, alors chez nous on est 1600, donc ça risque d'être un peu compliqué, disons. Donc, alors on a pris les choses par rapport à la formation de cette manière. C'est-à-dire, à partir du moment où on déploie un outil, où on met en place des règles, on met en place aussi une formation. Alors, formation, en réalité, c'est une sensibilisation. On appelle ça campagne de sensibilisation. Et c'est justement, alors c'est plutôt rassurant de vous entendre parce que c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc, un rappel des règles de cybersécurité. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'utilisateur ou pas, quels sont mes besoins et tout ça. Cela dit, après, il y a aussi il y a d'autres, comment je peux dire, il y a des sensibilisations qui sont faites en personne, donc c'est pas juste un e-learning X ou Y, on a déployé, après on a dit oui, on l'a fait, mais voilà. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que je remarque, c'est que les personnes viennent spontanément. Donc, elles commencent à dire, OK, bon, c'est bien, il y a les règles pour utiliser l'IA générative. Très bien. Alors, c'est clair que, moi je dis toujours que quand on met des règles en place, on doit viser large parce que
Je ne peux pas viser la telle utilisation spécifique des tout qui est fait par 3 personnes. Donc, et les personnes arrivent avec les questions et ça nous permet aussi de nourrir ensuite, disons, nos tournées. Bon, moi je les appelle les tournées, hein, mais disons, auprès des différents métiers pour aller expliquer les usages qui sont possibles, non possibles et tout ça. Donc, en réalité, c'est top-down, si on veut, parce que oui, alors on fournit un kit de sensibilisation et tout ça, mais c'est aussi bottom-up. Après, on a aussi, comment je peux dire, on s'est doté, disons, d'un groupe qui est volontaire. Hein, il est né à la base comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens des sujets, bon, ils sont nouveaux, alors ils étaient nouveaux, mettons la chose comme ça. Il y a 3 ans, on ne savait pas comment trop s'y prendre, donc on s'est dit, bon, mais qui est intéressé, on se parle un peu, donc là aussi c'est une plateforme d'échange. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus, disons, structuré, ce qui est aussi bien parce que, encore une fois, les cadres, c'est pas juste pour dire tu peux faire ou tu dois pas faire, c'est aussi vraiment pour rassurer hein, les personnes. Parce que quand je vois les questions qu'on reçoit, c'est vraiment des vrais soucis quoi, d'utilisation et une volonté de comprendre et aussi une demande de guide. Moi, j'entends plutôt comme ça. Donc, la formation, disons là, on reste sur la sensibilisation, hein, tout ce que j'ai dit. La formation, encore une fois, il ne faut pas oublier que, disons, l'hospice, hein, mais en général, disons, notre vocation, c'est pas faire de l'IA, hein, c'est pas la mission de l'hospice général, soyons clairs. Mais donc, disons, avec les ressources qu'on a, prochaine étape, ça serait justement plutôt des vraies formations, même parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une équipe à l'interne qui, eux, par contre, ils sont spécialisés, disons, sur l'IA et donc créer disons comme ça, des environnements sûrs où les personnes peuvent interagir sans se poser vraiment beaucoup de questions sur la protection des données ou autre chose. Voilà, donc on essaie de travailler sur deux voies, deux pistes parallèles, quoi. Mathéo, est-ce que je peux aussi mettre un petit peu de sel? Mais oui, il faut, parce que sinon... Alors, je vais mettre un petit peu de sel. En fait, ce qui manque, et je ne parle pas de votre organisation en particulier, je parle de toutes, c'est en fait l'analyse de la transformation des métiers. On ne fait pas ça, et ça c'est... Tout à l'heure, j'ai parlé de facteur humain, le cadre humain dans la formation, mais elle est indissociable de l'analyse des transformations des métiers avant. Donc en fait, avec mes clients, individuels ou collectifs, on fait des cartographies de leur métier, par métier, et on voit les points d'amélioration avec l'IA, soit générative, soit automatisation, et puis aussi les points de risque. Et là, on travaille ça ensemble, et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas assez et qui est extrêmement important. Et juste pour revenir aussi, si je peux me permettre, à la toute première définition de l'IA, en fait, moi, je ne le simplifie pas en 2, je le simplifie en 3, ce qui est déjà assez simple parce qu'il y en a des types d'IA. L'IA générative, en effet, qui, elle, son objectif, c'est de créer des contenus multimédia. Après, on part vers l'automatisation, en effet. Mais la deuxième IA, pour moi, c'est l'automatisation de processus, donc de processus de travail, par exemple. Et ça, elle est accessible au grand public aujourd'hui avec des outils comme Make.com ou N8N, qui est la Rolls, mais un petit peu plus complexe. Et donc là, on dit, OK, Gmail, si tu reçois un email, on le connecte facilement avec quelque chose qui s'appelle un API, un Google Sheet, donc on a toutes les données. On le connecte à un ChatGPT, par exemple. OK, tu prends l'email rentrant, tu l'analyses et tu réponds comme ça. Et donc, de nouveau à Gmail et ça part. Donc, les gens peuvent automatiser facilement des processus comme ça. Et puis après, en effet, on passe à l'IA agentique, qui là, on a vraiment besoin de l'informatique. Elle est encore un peu complexe pour monsieur et madame tout le monde, comme moi. Voilà, donc c'est ces 3 choses-là. Et ce que je vais dire, c'est que voilà, les métiers... Moi, parfois, tout à l'heure, quand on parlait, j'ai parlé qu'un de mes focus, c'est Future of Work, et ça a porté une confusion. Parce que c'est maintenant que ça se passe, cette transformation à grande vitesse. Et ça, c'est le plus grand défi de l'humanité, un des,
c'est de gérer la vitesse de changement. Et donc, on est tous un peu attentifs à voir, faisons pas de fautes, prenons pas trop de risques, mais le risque, c'est de rien faire. Et donc, ce que tu dis, c'est que les gens qui viennent te voir, en fait, la crainte qu'ils essayent de combler, c'est de comprendre l'évolution des métiers. Oui, alors ils viennent pas nécessairement avec cette clarité. J'ai besoin de voir comment je change mon métier, mais c'est qu'on discute et qu'après je leur montre. D'ailleurs, il y a des outils super simples à l'accès. On lui dit, tu peux s'il te plaît cartographier mon métier. Drrr, ça le fait tout de suite. Et donc je travaille avec des architectes, je travaille avec des médecins, je travaille avec tous les cas et il y a pas un métier qui n'est pas touché par l'IA. Quelqu'un me dira peut-être, les masseurs? Oui, non, mais à côté, s'ils ont leur cabinet, ils font de l'administration, donc ça touche aussi leur métier. Et l'aspect éthique, parce que là, dans les formations, on parle tous des questions d'utilisation, de sécurité de données. Est-ce qu'il y a des aspects éthiques qui sont abordés et entre autres, dans les aspects éthiques, les questions de délégation de décision. Parce que toi, ce que tu expliques là, sur la partie automatisation, on délègue des décisions. Et du coup, quelle est la responsabilité? Sujet très intéressant. Pour peut-être revenir à ce qui a été dit d'abord, j'aime bien commencer par ne pas répondre à la question. Ça me laisse le temps d'y réfléchir et après, j'y réponds. Je suis assez d'accord. En fait, moi, quand j'ai eu une discussion hier sur un sujet un peu similaire et puis on était arrivé à la conclusion que finalement, je vois 3 utilités à l'intelligence artificielle utilisée en entreprise et un principal frein. Donc, tout ce que tu as raconté, ça a l'air super bien. La réalité, c'est que souvent, il y a un mur corporatif à tout ça. C'est justement se dire, attention, il faut utiliser les 3 outils que tu as à disposition et puis tu ne peux pas aller t'amuser et aller utiliser un Airtable pour connecter un Google Sheet à ton ChatGPT, tes données dans l'entreprise. Donc, c'est aussi un peu le frein entre le hype de tout ça et la réalité concrète d'un monde qui avance un tout petit peu moins vite quand même, qu'en réalité, dans le cas d'une entreprise, on est un peu limité par certaines règles qui nous empêchent peut-être d'aller aussi vite que ce qu'on aurait voulu. Et sur l'autre aspect, sur les éléments un peu vraiment utiles de l'intelligence artificielle, je vois 3 choses. La première, c'est d'être plus efficace, d'aller plus vite. C'est un peu ce qu'on nous dit tous. En tant qu'avocat, ça ne me sert pas à grand-chose pour des questions de business model, mais c'est une autre question. Je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif. Si on va plus vite, c'est pourquoi travailler plus ou pour travailler moins. Est-ce que vraiment on va travailler moins? J'y crois pas trop avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on travaille moins avec les emails qui nous permettent d'aller plus vite que le courrier? Ça va pas fonctionner comme ça. C'est d'être meilleur dans ce qu'on fait. Ça, je pense que là, déjà, on y arrive petit à petit. Si on sait bien l'utiliser, on arrive à être meilleur. Et puis le troisième élément, c'est là où il y aurait peut-être le plus d'impact, c'est l'aspect transformatif, de transformer son activité, de justement, ce que tu disais, d'intervenir dans la chaîne de valeur et remplacer certaines activités complètement. Et ça, je trouve qu'on est encore qu'au balbutiement et on a besoin de gens comme toi qui viennent dans les entreprises pour expliquer comment on peut le faire. Parce qu'on n'arrive pas encore à visualiser comment on utilise l'IA pour autre chose que faire plus vite la même chose ou le faire un tout petit peu mieux. Pour répondre maintenant à ta question sur les questions de responsabilité, il n'y a en réalité pas encore de réponse claire, concrète et complète à ces questions-là. C'est en réalité des questions qui ont animé des gens depuis très longtemps. On parle en bon français de meaningful human control comme base idéologique et éthique de tout cet aspect-là, et qui remonte aux années 2000, quand on a eu les premières utilisations d'intelligence pseudo-artificielle dans le domaine militaire. Donc on a les missiles, les capacités, les armes létales automatiques. Ça a été le premier élément. On s'est posé la question, où est-ce qu'on doit mettre l'humain là-dedans pour qu'on reste éthique en fait dans l'utilisation de la technologie. Ça s'est développé après avec les voitures autonomes, où on a eu plein de questions. On s'est dit comment on fait pour mettre de l'humain là-dedans. On s'est rendu compte que de mettre un humain par-dessus, donc d'arriver le jour où il y a un problème ou la seconde où il y a un problème, de pouvoir intervenir tout de suite, on s'est rendu compte que les humains sont très mauvais pour ça. Et puis aujourd'hui, on se repose toutes ces questions effectivement avec l'IA agentique, où on va se dire mais tiens, est-ce que l'humain
qui est derrière la machine, l'opérateur, si vous voulez, est-ce qu'il a la capacité, lui, de vraiment avoir ce meaningful control ou pas? C'est des questions qui sont ouvertes. Donc la réponse courte à toute cette question, c'est de dire ça ne sera jamais la machine qui est responsable. Et donc on va toujours aller chercher un humain derrière. La réalité, elle est un tout petit peu plus nuancée parce qu'en fait, on n'arrive pas à rattacher correctement aujourd'hui un problème à un opérateur humain. Il manque ce trait comme ça, de réussir à faire le lien entre c'est qui? C'est l'opérateur, donc la personne qui est derrière, qui utilise l'IA. Est-ce que c'est l'entreprise qui développe ça, puis qui a mis l'opérateur ici alors qu'il n'avait pas été formé correctement? Est-ce que c'est la société qui a développé le logiciel? Est-ce que c'est d'autres personnes? Est-ce que c'est les autorités qui devaient certifier le produit, qui l'ont mal certifié? Et ça, c'est des questions qui restent ouvertes aujourd'hui. Elles se répondent pour l'instant assez facilement avec le GenAI parce que bon, on dit que c'est l'employé qui est responsable de son activité, puis c'est pas parce qu'il utilise un outil qu'il peut se déresponsabiliser. Mais c'est des questions qui vont devenir de plus en plus complexes, tant juridiquement qu'éthiquement, dans les années à venir, quand on va développer les agents agentiques, enfin l'IA agentique. À savoir que dans l'Union européenne, il y a ce EU AI Act, mais il y a aussi une réglementation qui sera beaucoup plus impactante, à mon avis, qui est passée inaperçue, qui est la révision de la responsabilité du fait des produits. Donc aujourd'hui, si vous utilisez un produit puis vous vous faites électrocuter par ce produit, vous pouvez aller voir le producteur et lui dire j'ai subi un dommage du fait d'une malfonction dans ton software, dans ton produit, et tu dois m'indemniser. Mais ce n'est pas applicable au monde de l'intelligence artificielle et l'Union européenne a révisé sa réglementation pour qu'on puisse plus facilement aller chercher différents acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, je ne sais plus si c'est l'année prochaine ou l'année d'après que le texte entre formellement en vigueur. Mais ça risque d'avoir un impact important. La Suisse a reconnu qu'on avait du retard là-dessus et qu'il faudrait réglementer. Donc, c'est très probablement une question qui va évoluer ces prochaines années. Merci, c'était très complet. Matteo, sur le sujet. Oui, alors, peut-être je reviens sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'intelligence artificielle utilisée pour transformer un peu ce qu'on fait. Alors, je ne vais pas, disons, choquer, mais c'est une excuse, dans le sens que c'est un levier pour se poser la question. Voilà. Après, IA ou non IA, on pourrait... Alors, je ne dis pas qu'on pourrait tout faire, c'est-à-dire revoir la manière dans laquelle on travaille sans l'IA, et l'IA ne sert à rien, loin de dire ça. Mais il est vrai, et ça, je le vois aussi, que sur d'autres sujets, même sur d'autres sujets, l'IA est un levier pour faire avancer. Alors, je fais juste un exemple. Si on parle de gouvernance des données, non, alors c'est clair que tu dis, il n'y a pas une gouvernance en place, mais on veut une IA. Non? Alors, tout le monde dit, non mais attends, tu n'as pas de règles et en gros, tu n'as pas le permis de conduire et tu veux prendre la voiture des courses et te lancer sur les routes citadines à 240 à l'heure. Je veux dire, tout le monde voit ça un peu, donc là c'est très évident. Ce que je remarque, c'est que même à l'interne, parfois on a des idées ou des propositions et tout ça, et on se rend compte que c'est justement ça. C'est l'amélioration des processus de travail, l'amélioration du travail et tout ça. Mais après, on se pose, parce que, alors, disons comme ça, nous, la première question qu'on se pose est comment je peux faire autrement qu'avec une IA? Parce que ça, c'est un peu une tendance. Et aujourd'hui, IA, tac. Oui, bon. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que c'est juste de l'automatisation? Est-ce que, non? Et donc, parfois, on se donne la réponse, oui, on peut le faire autrement, non? Mais le besoin de changer, d'évoluer, il est là. Ça, alors, sur ça, j'en disconviens pas. Et par rapport à l'éthique, alors, l'éthique, c'est un gros sujet, en speech général, en tout cas, parce que, bon, vous pouvez imaginer pourquoi. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on touche les personnes et tout ça. Et alors, il nous est arrivé à plusieurs reprises, même dans des formations, qui étaient déjà planifiées et tout, de demander, par exemple, aux formateurs de se recadrer sur la base, de recadrer les formations, et c'était juste des informations sur comment prompter, je veux dire.
on va sur du basique, mais de reprendre tous les cadres éthiques. Bon, il y avait aussi la partie cyber, évidemment, mais pas refaire, mais recadrer les formations sur la base des principes d'éthique qu'on voulait faire passer. Parce que sinon, ça risque, disons, que ça passe un peu inaperçu, cet aspect. Et notamment par rapport à la prise de décision. Alors là, après, ça c'est des choix, hein, je veux dire, on peut critiquer ou pas, mais disons, un des principes, c'est qu'on ne veut pas que, par exemple, il y ait des décisions, alors, décisions automatisées, individuelles automatisées, donc c'est un peu plus, disons, ça c'est le mot un peu plus technique, mais en gros, des décisions qui soient prises par une IA quand il s'agit, par exemple, disons, quand il y a des cas qui touchent des bénéficiaires, par exemple, non? Ou bien même des employés, ok? Alors, il faut toujours penser à des cas difficiles à gérer, mais que ça soit facile ou difficile, en gros, on s'est dit qu'on ne veut pas, disons, franchir cette ligne, parce que justement, c'est la mission, je répète, c'est la mission de l'hospice. Après, comment je peux dire, d'avoir ces contacts humains et tout. Après, on peut utiliser des outils pour en faire quoi, ça on peut discuter, mais jamais pour se substituer à, disons, un rapport humain. Encore une fois, ça peut-être c'est la barrière de l'institution qui dit « Ah non, on n'y va pas de l'avant, on n'est pas moderne et tout ». Mais quand même, on doit quand même regarder un peu quelle est la mission aussi. C'est pas juste une question « Ah, je veux pas, je bloque tout ». Non, que pour moi aussi, d'ailleurs, ce n'est jamais une bonne réponse. Hein. Mais c'est vraiment de se questionner sur les valeurs, c'est-à-dire sur la mission de l'institution, quelle qu'elle soit, hein, et dire, OK, est-ce qu'on veut aller là, jusqu'à quel point et comment on y va. Et après, bon, la grande partie sur l'éthique qui est, moi je dis toujours, elle est possible, mais elle est complexe et un peu coûteuse, c'est aussi de mesurer la mise en place de ces principes. Parce qu'on parle bien des principes, mais ça ne doit pas être des mots dans les vides. Donc, il y a... Alors, actuellement, on est en train justement de réfléchir pour se poser la question et dire, OK, on a posé ces valeurs, ces principes, mais comment on peut les mesurer? Comment on peut mesurer l'implémentation de tout ça? Alors, ça, c'est tout sauf que simple, hein? Parce que même dans les universités, ça casse la tête, en tout cas sur certains des principes. Donc, c'est pas évident, mais disons, on creuse et petit à petit, j'espère qu'on arrive à avoir quelque chose et dire, OK, par rapport à ces principes-là, on en est là, par rapport à l'autre, on en est là. C'est jamais simple, hein? Ça, alors, c'est une des parties les plus complexes, à mon avis. Voilà. Merci. Tu nous disais, Matteo, que vous, votre démarche initiale, c'est on réfléchit d'abord comment on peut faire sans IA, et puis après on se pose la question de quelle IA et comment. Est-ce qu'il y a de manière générale, est-ce qu'il y a des freins au projet IA qui se présentent ou qui émergent? Je poserai la question aux autres panélistes après. Oui. Bon, alors les freins, c'est les freins habituels, hein, je veux dire que c'est exactement. C'est-à-dire si on propose un projet qui n'est pas dans des feuilles de route et tout ça, bon, ça c'est évident, mais je veux dire que ce soit un projet d'IA, un projet de restructuration, un projet de modernisation, je ne sais pas, n'importe lequel, ça c'est clair. Par contre, alors disons, on n'a pas de velléités type cloud first, AI first ou des choses comme ça. D'ailleurs, les clouds, on l'a abordé il y a 3 ans pour justement pour éviter de faire tout un grand mélange de tout et n'importe quoi. Et comment je peux dire? C'est-à-dire, nous, ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire, on a posé une feuille de route, okay, sur plusieurs années. Et dans cette feuille de route, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on arriverait à livrer? OK? Mais aussi, ce qui est intéressant dans cette feuille de route, c'est pas qu'on a dit un outil, 2, outil 3, non, ou capacité 1, 2, 3. Mais on a dit, OK, mais pour faire ça, de quoi on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une charte? Oui. Est-ce qu'on a besoin... Alors là, on est, disons, au tout premier... Parce qu'il ne faut pas croire que ça fait 20 ans qu'on est sur le sujet, hein. On est très nouveau, nous aussi. Donc,
Donc, est-ce qu'il faut des règles pour l'utilisation de la GenAI? Oui. Quels sont les frameworks des risques qu'on va utiliser? Comment on utilise, c'est-à-dire comment on met en place tout ça? C'est-à-dire, tout ça, c'est des briques qui se font parfois en parallèle, je dois avouer. Ce qui, bon, alors, l'idéal, ça serait de faire un après l'autre, mais c'est pas grave. Je veux dire, on peut les faire aussi en parallèle. Et avec ces petites briques, on peut construire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les équipes techniques, elles sont toujours en contact avec, disons, la gouvernance pour s'aligner. En gros, c'est même les équipes techniques, et ça personnellement, j'ai beaucoup apprécié, qui ont dit, bon, mais c'est-à-dire, on peut développer tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas de principes à la base, comment on va faire? Donc, il y a quand même toute cette maturité à l'interne que je trouve très intéressante. Voilà, donc du coup, on s'est pris comme ça, il n'y a pas de frein spécifique en tant que, voilà, c'est pas un IA first, et c'est pas du tout l'IA, non? C'est une approche un peu plus réfléchie, et après, on en revient toujours à la même chose, dans le sens que les premières questions sont des questions légales qu'on pose, ça c'est sûr et certain. C'est clair que si cette barrière-là, alors barrière, c'est pas si l'appeler comme ça, mais disons ces premiers steps, disons légal, n'est pas franchi, ça ne sert à rien en gros d'aller de l'avant ou de se lancer dans des trucs exotiques, voilà quoi. Et même avant la barrière légale, on se pose même la question de l'impact que ça pourrait avoir sur les personnes. Non? Donc, alors là, je ne vais pas trop dans les détails, mais d'abord, quel est l'impact? Est-ce que je vais faire des choses qui, justement, sont interdites par la loi? Est-ce que je veux du profilage? Ça, c'est no way, par exemple. Non, mais c'est vrai, hein, parce qu'on se pose vraiment ce genre de questions. On commence simple. Et petit à petit, après, on monte dans l'échelon des questions et voilà. Mais oui, je répète, la toute première, c'est comment on pourrait faire la même chose. C'est-à-dire, ce que tu veux faire, comment on pourrait les faire sans une IA. Et parfois, on a la réponse. Hein. Parfois, non. Mais voilà. Donc, c'est pas une porte fermée, c'est pas une porte ouverte et tout le monde y va, quoi. En tout cas, on essaie de les faire réfléchir. Là, c'est génial ce que tu dis, parce que en fait, au tout début de l'accompagnement de bénéficiaires de mesures sociales, avant de parler d'IA, je leur parle, donc qu'est-ce qu'on peut faire sans IA, des différents types d'intelligence. Et je leur dis, j'aime bien la théorie de Gartner, des 8 types d'intelligence. Donc il y en a au moins 8, logico-mathématiques, linguistiques, intrapersonnel, interpersonnel, etc. Et voilà, donc j'explique aux gens assurés en vulnérabilité que s'il y en a une qui ne fonctionne pas, on en a plein d'autres de leviers. Tu as utilisé là ce mot-là, levier. Et après, gentiment, j'intègre aussi l'intelligence artificielle comme un nouveau type d'intelligence, qui nous imite, qui imite l'intelligence humaine, mais qu'il faut piloter. Donc ce mot-là, c'est un mot-clé, levier. Et puis en réfléchissant à ma question sur l'éthique, je réponds sur 2-3 points aussi parce qu'ils sont extrêmement riches. Par exemple, la question de qui porte la responsabilité. Et en fait, on ne voit pas très bien la traçabilité à cause de différentes raisons. Et du coup, si on ne sait pas répondre à cette question, quelle est la réalité? La réalité, c'est que la responsabilité, la gouvernance, c'est flou. On ne sait pas très bien si c'était l'utilisateur, si c'est l'outil, si c'est le système, etc. Donc, il faut travailler à tous les niveaux. Donc, c'est génial qu'on se rencontre aujourd'hui. Le cadre de la gouvernance, le cadre du légal, le cadre de l'utilisateur. Mais de nouveau, on a aussi beaucoup parlé de top-down, etc. On parle de cadre bien carré, comme tu as dit tout à l'heure. Mais on pourrait imaginer un cercle aussi, une bouée de sauvetage. Ces cadres-là qu'on jette à l'utilisateur, c'est une bouée de sauvetage pour qu'ils flottent dans ce monde qui évolue tellement vite avec tellement de complexité. Mais bon, il faut aussi leur apprendre à nager, pas juste leur envoyer... Donc pour revenir à la formation dont on parlait. Parce que finalement, si je devais choisir, et je ne vais pas tirer sur mon cadre à moi, mais pour moi, mais je réponds honnêtement, la responsabilité principale, elle est de la personne. Parce que
elle est dans le front, elle est dans l'action. C'est elle qui va faire une chose ou l'autre. D'accord? Bien sûr, elle est partagée, mais c'est lui ou elle qui est dans l'action. Donc, il doit être informé, il doit être en connaissance de cause. C'est aussi ce que tu disais, si j'ai bien compris. Oui, bah, évidemment, ça marche jusqu'à un certain point. Donc, il y a tout un échelon, une gradation de l'intervention de l'humain dans le cadre du système d'IA, où on a pour l'instant un humain qui est ce qu'on dit in the loop, qui interagit avec l'IA et puis qui finalement va prendre les décisions lui-même, comme chez vous, il n'y a jamais aucune décision qui est prise par une machine directement. Puis après, il y a l'humain qui supervise, il est on the loop. Puis des fois, il peut juste rester on control ou over the loop, un peu loin. Puis après, il est plus du tout là au bout d'un moment. Si le but, c'est quand même d'avoir la capacité de prendre des décisions de manière automatisée, en fait, à la fin, il est plus là. Mais peut-être pour répondre à ta question, mon point de vue des freins, et puis je vais rejoindre, comme moi j'ai dû intégrer pour mon étude l'intelligence artificielle, j'ai essayé plein d'outils, la moitié ou même les 90%, ils pouvaient directement être éjectés parce que c'était clair que j'arriverais pas à les utiliser avec les standards que je devais me fixer et qui me sont fixés en termes de protection des données, de souveraineté sur la vie de la donnée, de savoir un peu ce qu'il en advient. Pas nécessairement que ça doit être un outil suisse, mais ça doit être un outil sur lequel j'ai suffisamment de contrôle sur l'utilisation des données. Et donc là, on exclut déjà plein d'outils. D'où, comme j'ai mentionné, la nécessité après d'éviter que par la force des choses, ces outils reviennent parce qu'en fait, ils sont utilisés de facto par toute son équipe. Et puis après, il y a le coût quand même qui rentre en compte parce qu'il y a plein d'outils incroyables, mais ça coûte très très cher. Donc évidemment, il faut faire son choix un peu là-dedans. Et puis après, il y a effectivement l'usabilité. Est-ce que ça répond aux besoins que je m'étais fixés? Est-ce que vraiment je vais pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés? Et je vois un peu ça. Puis après, l'entreprise, elle a la nécessité de fixer des règles autour de ça et après de former pour s'assurer que les gens comprennent les règles qui ont été fixées et peuvent évoluer dans l'écosystème qui aura été un petit peu figé quand même par l'entreprise, qui aura finalement donné le cadre des règles de jeu de l'utilisation de l'IA. Si je comprends bien, il y a une responsabilité de l'organisation à former ses collaborateurs. Oui, responsabilité peut-être juridique, en tout cas morale, sociétale. La question, évidemment, elle se pose complètement différemment si on parle du Kidam, de nous tous qui utilisons l'IA générative pour améliorer un email, ou si on parle du médecin qui est mis devant une machine pour détecter des cancers. Et puis là, évidemment, de savoir qui on met pour aller valider le travail de la machine. Est-ce que je mets vraiment un médecin ou est-ce que je mets le stagiaire parce que maintenant, de toute façon, c'est la machine qui le fait. Se pose la question de savoir la responsabilité, elle peut shifter tout d'un coup. Parce que si, en tout cas moralement, si l'humain qui est mis, l'opérateur, n'a pas la capacité situationnelle, la compétence situationnelle de traiter l'information, d'interagir avec la machine, il ne peut pas être moralement responsable de ses actes. Juridiquement, il le sera peut-être s'il accepte quand même son rôle, mais moralement, il ne devrait pas l'être. Et donc, vient la responsabilité de celui qui l'a mis, celui qui gère le système, qui peut-être va changer aussi les règles des jeux. Ça, c'est un sujet dont on n'a pas encore parlé, qui est super important. C'est que c'est le côté black box de ces systèmes d'intelligence artificielle. Ce qu'on voit, c'est je prompte, j'obtiens une réponse. Et ce qu'il y a au milieu, on ne le voit pas trop. Au milieu, il y a tout un système qui est basé sur du code informatique, de l'interaction de bases de données, etc. Et puis en fait, au-dessus de ça, il y a encore une autre couche qui sont justement les données d'entraînement qui ont été utilisées et qui vont avoir un enjeu ou un impact sur en fait comment la machine va répondre. Et en dessus de ça encore, il y a tout un système de valeurs qui sont le système de valeurs imposé par le créateur, le fabricant de cette intelligence artificielle. Et puis, on sait tous que si on utilise Gemini de Google ou le Grok de Elon Musk, on n'a pas vraiment le même feeling, etc., parce que ce n'est pas le même système de valeurs. Et ce système de valeurs, évidemment, il a un impact très important sur les enjeux juridico-éthiques, sociétales, etc. Et on n'a en réalité aucune maîtrise dessus. Là où on peut avoir des problèmes, c'est si on a appris tous à fonctionner avec un système d'IA d'une certaine manière, et puis en fait on apprend à vivre avec, comme on a une nouvelle voiture
Puis on sait qu'il faut accélérer très doucement parce qu'elle accélère d'un coup. Et on l'utilise tout le temps comme ça. Au début, le premier jour, c'est un peu compliqué, puis après, on devient bon. Et on continue à l'utiliser comme ça constamment. Et puis tout d'un coup, en fait, un soir, le fabricant change de logiciel, fait une mise à jour, et le système est complètement changé. Le lendemain matin, on ne saura plus utiliser l'outil. Et ça vient aussi du fait justement que ce n'est pas simplement l'entreprise, l'employé, c'est aussi l'outil qui a sa propre vie en fait et qui va évoluer dans le cadre de ces mises à jour régulières. Et ça, on n'a pas de contrôle dessus. En fait, l'entreprise, elle a une responsabilité en effet éthique de former les employés. Parce que l'éthique, c'est pas inné, c'est pas donné, comme tu disais, c'est une capacité humaine qui se développe. Donc, seulement par la formation et par la mise en situation. Et peut-être que par rapport à ce que tu dis, c'est pas juste une nécessité de former, mais c'est une nécessité de rester informé par rapport aux évolutions de l'outil. Oui. Bon, je pense que dans tout ça, il y a une vraie responsabilité de chacun d'entre nous aussi, individuelle, d'apprendre à vivre avec, dans cette nouvelle ère qu'elle est, où il y a de l'intelligence artificielle qui se développe de manière exponentielle et qu'on a tous une responsabilité individuelle de s'auto-former, de se développer, de comprendre, de voir les trends du marché, etc. Il y a une responsabilité de l'entreprise de former ses employés, de s'assurer qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec les outils mis à disposition. Puis après, il y aurait une responsabilité qui est encore manquante aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que je parlais du système de valeurs. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est 4 entreprises, toutes aux États-Unis, dans la même vallée, qui fixent ce système de valeurs et qui ne permettent pas d'avoir cette compréhension de l'outil nécessaire à une vraie responsabilisation de l'utilisateur. Donc, pour que je puisse vraiment, si je reprends l'exemple de mon médecin qui est là pour détecter des tumeurs, puis on le met, puis on le dit, voilà, tu dois valider les choix de l'intelligence artificielle. Puis s'il reçoit juste l'information, ça c'est une tumeur, ça c'est pas une tumeur, il ne sait pas quoi en faire et très rapidement, il sera atteint par ces biais d'automatisation. On va commencer à valider la machine, puis on ne veut surtout pas dire non. Ce que ces machines devraient faire, c'est expliquer déjà le pourcentage de certitude, expliquer pourquoi, parce qu'ici, il y a une zone un peu floue dans les cellules, etc. Je pense que pour cette raison, c'est une tumeur. Et là, si on fournit cette information, l'individu est déjà beaucoup plus capable d'exercer son libre arbitre et de dire, là, je pense qu'il faut challenger la décision ou pas. Et donc, on a dans le design en fait, des machines qu'on utilise, une importance capitale dans la responsabilisation, la responsabilité des individus qui l'utilisent. Et ça, c'est manquant et ce n'est pas l'individu qui peut le corriger, ce n'est pas l'entreprise, ça serait aux fabricants de ces solutions qui, visiblement, aujourd'hui, n'ont pas vraiment envie d'améliorer ce user interface pour mettre plus de transparence et d'explicabilité dans leurs outils. Un point à prendre en compte dans la sélection des outils, alors. Oui, mais j'en ai trouvé aucun qui fait vraiment bien le boulot, quoi. En fait, oui et non, dans le sens où maintenant, on peut faire parler l'outil comme l'utilisateur le souhaite. On peut, ça veut dire pas prendre, bien sûr, il va avoir des valeurs, comme tu disais tout à l'heure, et je vais expliquer et revenir dessus pour vulgariser et que tout le monde comprenne ce que ça veut dire un outil qui a des valeurs. Et puis, mais en fait, cet outil, avec des LLM derrière, Large Language Models, des IA, il va répondre en effet d'une manière ou d'une autre parce qu'il a été prompté comme ça. Il y a différents types de prompts, des systèmes prompts qui lui font répondre comme tu disais. Mais en fait, l'utilisateur, il peut aussi demander qu'on lui réponde d'une certaine manière ou d'une autre. C'est le user prompt. Et donc là, il va être expliqué, comme tu disais, avec les paramètres que tu disais, écoute, je pense qu'à 60%, ça c'est juste, etc. Donc il y a une possibilité de faire ça comme ça. Donc c'est la formation à l'utilisateur. Et qu'est-ce que ça veut dire que ces outils ont des valeurs ? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont entraînés d'une certaine manière avec des données. Et puis donc ils peuvent avoir des biais, comme tu disais, des biais de valeur. Et souvent on parle par exemple de weird.
WEIRD. C'est un acronyme parce que c'est dans la vallée en question, en Silicon Valley, qu'on fait tous ces outils. Et puis le WEIRD, là en question, c'est White Anglo-Saxon, Masculine, donc tous les biais. Ça va forcément être un homme, ça va forcément être un blanc, etc. Donc en fait, on parle, il faut être au courant de ça. Il faut parfois, on dit, même dans les pays en développement, il faut décoloniser les IA. Donc c'est réel. Voilà, donc comment, en fait, l'auto-formation, ça veut dire quoi? L'auto-formation, ça veut dire la pratique. Il faut juste pratiquer tous les jours. Et comme ça, on voit la nouvelle version, comment elle réagit, parce que la nouvelle version, elle arrive quasiment tous les mois maintenant. Donc on voit comment elle se comporte. Et puis en fait, on est capable d'identifier les biais de l'algorithme, de la machine. Et, last but not least, aussi, ses propres biais, les biais de l'utilisateur. Est-ce qu'on prend les réponses for granted? Je suis désolé, je parle beaucoup anglais aujourd'hui. Est-ce qu'on accepte les réponses ou est-ce qu'on les critique, hein? On va développer un esprit critique. Est-ce que c'est nous donc qui sommes au volant et on pilote la construction des contenus et des solutions, la prise de solutions évidemment, la prise de décision, pardon. Si je prends ce point-là, je pousse un tout petit peu. Donc on va devoir, en tant qu'organisation, accorder du temps à nos collaborateurs pour qu'ils puissent pratiquer les IA, pour qu'ils restent au bon niveau de formation. Oui, je pense que tu répondras mieux à la question que moi. Je suis un peu mitigé. Donc, d'un côté, je pense que, pour parler mauvais français, ce upskilling, donc d'apporter ces nouvelles compétences à nos collaborateurs, c'est super important. D'un autre côté, j'ai aussi cette vision où on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif et que ça reste là. Il y a ce côté quand même, je pense, important de responsabilité individuelle de chaque employé. De se renseigner, de rester, d'être curieux. C'est un domaine où il faut être un peu curieux, il faut essayer, aller voir des outils, regarder ce que je peux faire avec, ce que je ne peux pas faire. Et la différence entre de la formation et du micromanagement, elle est pour moi encore pas très claire dans tout ce domaine en réalité où on est en train de forcer quelqu'un qui n'a peut-être pas envie d'écouter et d'un autre côté, on ne doit pas les laisser sur le côté pendant que ce monde se développe. Donc on est un peu entre les deux et j'ai pas encore réussi à fixer la limite. Moi peut-être je reviens quelques années en arrière, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, l'impression, c'est que voilà, c'est quand on a changé les machines à écrire avec les ordinateurs, avec les outils bureautiques. Voilà, donc bon, il y aura toujours la résistance au changement, ça c'est clair. Mais bon, c'est un peu un changement de paradigme. Donc, est-ce qu'à l'époque, on a investi du temps où on a donné des machines et on a dit, écoutez, débrouillez-vous? Je ne pense pas. Donc, pour moi, ça fait partie de un peu, comment je peux dire? Alors, disons, des bonnes pratiques d'une entreprise. Voilà. Parce que, encore une fois, soit on dit, OK, ça, on ne l'adopte pas, et donc on ferme tout avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, en gros, sur un coin de table, tout va se passer sans contrôle. Ou bien, à partir du moment où on dit, écoute, disons, l'entreprise prend en compte cette technologie et tout, après, ça vient avec un package. C'est inévitable. C'est le package des lois, c'est le package de la technique, bon, de la cyber, mais pas que. C'est le package de la formation. Pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Voilà, je ne le vois pas comme une contrainte en plus de ce qu'une entreprise ferait si on parlerait d'une autre chose. Voilà, parce que quand même, il faut le reconnaître, le changement est assez important. Voilà, donc, alors, sous-estimer, dire oui, bon, mais ces trucs-là ne servent à rien, on ne l'utilisera jamais. Mais c'est la chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire AI first, ça ne veut rien dire, ça on est d'accord. On a eu la vague du cloud first, je me rappelle il y a quelques années. Mais voilà, c'est-à-dire ouvrir à tout, fermer à tout, on peut le faire, mais après on risque de se prendre un peu un mur. Voilà. Tandis que
cadrer bien les choses. Alors, cadrer, pas dans le sens, je mets des règles contraignantes et tout. C'est pas vraiment ça, hein, l'idée du cadre. L'idée du cadre, c'est de donner la possibilité aux personnes de se sentir safe, non, dans ce qu'elles font tous les jours. Voilà. Donc, oui, alors oui, il faut investir, mais après, la question est, est-ce qu'il y a un autre choix? Est-ce qu'on pourrait dire, allez, on y va avec l'IA, mais on n'investit rien dans la formation? C'est pas. Moi, je n'en connais pas beaucoup qui ont pris cette route-là. S'il faut faire du militantisme, je dirais definitely pas IA first, human first. D'abord l'humain. Et une IA, parce qu'on ne peut pas y échapper, une IA maîtrisée. Ouais, ça on est bien d'accord. Et elle passe par le cadre, comme on a dit. Elle passe par l'analyse du métier, pas seulement pour développer des cadres, mais même pour développer des outils. 2026, je vois beaucoup d'organisations en train de créer leur propre chat GPT interne, okay, qui crée solution. Et c'est la solution à beaucoup de problèmes d'hébergement de données, confidentialité des données. Et pourtant, ils n'ont pas fait une analyse métier avant, de comme on disait, de la cartographie, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire un projet stratégique. On est en train de faire une IA gadget. Donc, s'il vous plaît, transformation des métiers d'abord. J'aimerais ouvrir un peu les questions à la salle par rapport à ce qu'on a dit. Je pense que c'était vraiment important parce qu'il y a une ligne qui était assez nette de dire il faut créer un cadre. Le cadre, il n'est pas là juste pour restreindre, il est vraiment là pour donner confiance et permettre d'avancer. Qui a des questions? Oui. Alors moi, ma question c'est, alors désolé, je suis arrivée un peu en retard, je dois partir un peu plus tôt. En fait, je me suis occupée de réglementation d'Internet, de politique de l'Internet, pas par rapport à l'IA en particulier, mais par rapport à d'autres risques comme la violence ou les problèmes de santé, la misinformation par rapport à la santé. Et en fait, ce que j'ai vu assez rarement, c'est que dans les tables du régulateur dans différents pays, en fait, il n'y avait pas en fait, les informaticiens ou des gens qui sont très avancés dans l'usage de la technologie. Donc, il y avait soit des politiciens, des avocats, des experts de communication, mais pas souvent les gens qui sont les plus avancés dans l'usage de la technologie et qui... Donc, je me demande, est-ce que vous avez vu parfois l'invitation ou en fait la présence de ces acteurs dans les tables où on discute comment développer rapidement des politiques publiques sur la réglementation de l'intelligence artificielle, mais aussi de la toile en général. Oui, à toutes les tables, visiblement. Je pense que c'est toujours un problème. Et puis, quand on voit combien sont payés les experts en intelligence artificielle, c'est clair qu'ils ne vont peut-être pas prendre un poste de fonctionnaire très rapidement. Donc, il y aura toujours des gens extrêmement intelligents dans le privé qui auront des longueurs d'avance sur les gens dans le public qui édictent les lois. Dans l'Union européenne, je n'arriverai pas à vous dire comment la réglementation est traitée. Je suis sûr qu'il y a quand même des gens très compétents et puis on trouve des informaticiens. Aujourd'hui, il y a ces autorités de surveillance dans l'Union européenne qui se mettent en place pour administrer cette réglementation européenne et il y a quand même des gens qui connaissent leur sujet là-dedans, il ne faut pas se leurrer. En Suisse, on a une vision très collaborative actuellement de la définition de la nouvelle réglementation. Ils essayent d'inclure le plus possible des gens de différents backgrounds et donc également des ingénieurs, des gens qui connaissent. Donc, en tout cas, la volonté, il y a une compréhension, je pense, une prise de conscience de la problématique, puis une volonté de faire mieux. L'avenir nous dira s'ils réussissent ou pas. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe et en fait, je n'ai pas vu cette présence des informaticiens assez influente, en fait. Après, c'est aussi un problème d'influence et c'est intéressant l'aspect économique, effectivement, qui est-ce qui paye, quel rôle ils vont jouer, effectivement. Peut-être ils ne sont pas si présents parce que personne ne les comprend.
c'est ça aussi, c'est un problème de langage en fait, entre le langage technique des informaticiens et le langage technique de ceux qui écrivent les lois. Mais la lenteur, c'est quand même un facteur fondamental à évaluer parce que l'AI en particulier va très vite en fait. Donc ça va être encore plus problématique que l'Internet. Oui, alors parfois, en fait, même eux, ils se comprennent pas. Parce qu'il y avait cet effet black box, en fait, de certaines nouvelles technologies, en effet, qui, avec le machine learning, par exemple, elles évoluent toutes seules. Et on essaye de comprendre comment elles ont fait, a posteriori. Merci. Merci. D'autres questions? Excusez-moi, je dois partir. Bonne soirée, merci. C'est un plaisir. Pas d'autres questions dans la salle? Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la direction qu'on prend. On va où? C'est une vaste question. Je pense qu'il faut être confiant de base dans l'avenir et la capacité de l'humain à s'adapter. C'est clair que dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle les accélérationnistes qui veulent justement enlever le plus possible ces barrières qu'on met à ce qu'ils voient comme un développement nécessaire de l'humanité, dont le but final de l'IA, c'est de trouver des remèdes contre le cancer et puis de sauver l'humanité. Et ceux qui sont plus fatalistes, des doomers, comme on les appelle, et qui sont persuadés qu'on arrive plutôt vers de Matrix et puis ou Schwarzenegger qui se bat contre des machines, étant lui-même une machine, et que c'est l'avenir qu'on aura. Et honnêtement, les deux sont possibles aujourd'hui, hein. On pourrait avoir un monde ou l'autre. Il y a des questions assez importantes quand même qui se posent de savoir, est-ce que vraiment tout le monde va perdre son travail? Est-ce que le marché va être suffisamment adaptatif? Moi, je suis assez positif sur ces questions. Je pense que, de un, si on regarde quand même depuis 2023, il n'y a finalement pas eu un cataclysme dans le développement de l'intelligence artificielle. Ça s'est plutôt assez bien intégré assez rapidement. Et je pense que ça va continuer de cette manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester présent dans ces discussions, suivre, être curieux, tester, s'adapter rapidement, et qu'à ces conditions-là, on arrivera à quelque chose de positif pour l'humanité. Donc on en revient à une définition de l'intelligence des années 1930, je crois. Est-ce que c'était Jean Piaget? Maintenant, je suis plus sûr. Mais qui disait qu'en effet, l'intelligence, c'est la capacité de l'humain à s'adapter. Et le bon sens. Donc on va lui faire confiance. Bien, s'adapter. C'est de nouveau quelque chose que les machines nous ont piqué. S'adapte plus vite que nous maintenant. Il y a encore des choses qu'elles font pas très bien, heureusement. Il y a quelqu'un qui a une vision à partager pour le futur? Moi, j'ai juste un mot à partager pour le futur, c'est dignité humaine. Okay, c'est très très important, surtout dans le social, mais dans tous les secteurs. Et ça veut dire que voilà, c'est les limites de l'automatisation. D'accord? Donc, quand il s'agit de, par exemple, un emploi, c'est pas une IA qui va juger. La valeur d'une personne, c'est pas une IA qui va juger. Donc ça, oui, ça s'impose par décret. Et paradoxalement, sur ce que tu dis, et sur ce que tu dis, Matteo, ce qui est discuté en ce moment par rapport à l'aspect militaire des choses, c'est quelque chose qu'on a tendance à éliminer. Pardon? Je sais pas. On a tendance à éliminer cette notion de dignité humaine si on laisse les machines. Dans la guerre, malheureusement, toujours, ouais. Une dernière question? Je vois Luana qui me fait des signes. Ça veut dire qu'on s'approche de l'apéro. Qui ose poser une question? Je vous rassure, après il y a l'apéro, vous pouvez quand même poser des questions. Nos intervenants, s'ils restent pour prendre l'apéro avec nous. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci.